L'expérience de 1000 grammes. Commençons par présenter l'individu à l'origine de cette expérience. Stanley Milgram. Né le 15 août 1933 à New York et décédé le 20 décembre 1984 dans cette même ville, Milgram est un psychologue social américain. Il est considéré comme l'un des psychologues les plus importants du XXe siècle. Il obtient son diplôme de sciences politiques au Queens College de New York en 1954. Par la suite, il travailla surtout à l'université de Yale, où il fera ses découvertes majeures. Il est principalement connu pour l'expérience du petit monde et son expérience majeure, connue sous l'intitulé « L'expérience de Milgram », que nous allons vous présenter maintenant. Milgram va accueillir des individus volontaires sous le prétexte qu'il conduit une enquête sur la mémoire. Les volontaires croient qu'ils participent à cette expérience qui cherche à prouver les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. Les volontaires tirent au sort leur rôle, professeur ou élève. Le professeur doit faire apprendre des paires de mots à son élève, tels que chapeau qui va avec ballon. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on les a fait venir et participer à une toute autre expérience qui vise à étudier la soumission à l'autorité. Le sujet compère, qui est le complice de l'expérience, aura forcément le rôle d'élève, et le sujet naïf, qui est le véritable objet de cette expérience, sera obligatoirement le professeur. Si l'élève donne une mauvaise réponse, le professeur doit lui administrer un choc électrique croissant de 15 volts à chaque erreur. Et cela allant de 15 jusqu'à 450 volts, ce qui représente un choc électrique d'un grand danger, voire un danger mortel. Bien sûr, les chocs électriques ne sont pas réels, mais ce qui est important, c'est qu'ils le sont pour le sujet naïf. Le docteur, habillé de sa blouse blanche, n'a le droit de dire que quelques phrases, telles que « vous devez continuer »,« il faut continuer » ou « l'expérience veut que vous poursuiviez ». Si le sujet veut vraiment stopper, il doit exprimer à 4 reprises son envie d'arrêter. L'expérience de Milgram dans sa version originale se présente de la manière suivante. Le sujet naïf et le sujet compère ne se voient pas, ne s'entendent pas, le sujet compère doit se manifester en donnant des coups dans le mur. Et dans ce cas-là, 65% des sujets naïfs vont jusqu'au choc le plus fort. Dans les mois ou années qui ont suivi cette première expérience, des variantes à l'expérimentation ont été proposées. Nous reviendrons ici sur 3 principales variantes qui se distinguent de la version originale par une altération du degré de proximité entre maître et élève. La deuxième expérience est dans les mêmes conditions que la première, mais le sujet compère exprime des cris de douleur qui seront entendus par le sujet naïf. Il y a ici 62,5% des sujets qui choisissent encore une fois d'aller jusqu'au bout. Dans la troisième expérience, le sujet naïf et le sujet compère sont dans la même pièce. Le sujet naïf voit et entend alors sa victime. Il y a dans ce cas 40% des sujets qui vont jusqu'à administrer le choc le plus haut. C'est dans la quatrième expérience que la proximité est la plus importante. En effet, le sujet naïf doit contraindre par la force le sujet compère à laisser ses mains sur la plaque délivrant les chocs, et dans ces conditions, 30% des sujets naïfs vont jusqu'au bout. Il existe également des ajustements plus subtils de ce scénario. Nous reviendrons sur 6 d'entre eux. Le premier ajustement concerne le genre du sujet naïf. On donne le rôle du professeur à une femme plutôt qu'à un homme, et le taux d'individus allant jusqu'au bout est de 65%. On peut donc remarquer qu'il n'y a pas de différence genrée. Le deuxième ajustement est réalisé sans la présence de l'expérimentateur. L'absence de ce docteur fait baisser ce chiffre de presque 45 points puisque 20,5% des individus continuent jusqu'au bout. Le troisième ajustement amène l'expérience à se dérouler en dehors de l'enceinte de l'université et dans cette situation-là, 47% font le choix d'administrer le choc le plus fort, ce qui prouve que le lieu est un symbole de sérieux. Dans le quatrième ajustement, le sujet naïf a le choix du niveau de choc qu'il souhaite administrer au sujet compère. Il n'y a alors plus que 2,5% qui décident d'administrer le plus haut choc. On comprend donc que laisser la liberté d'exécution aux individus abaisse l'agressivité. Dans le cinquième ajustement, il n'y a pas de docteur et les ordres sont donnés au sujet naïf par un individu quelconque ne représentant aucune forme d'autorité. Et 20% des sujets naïfs s'exécutent en allant jusqu'au choc le plus fort.
Et dans la dernière, il y a deux expérimentateurs opposés l'un contre l'autre. Le premier ordonne de continuer l'expérience, l'autre de l'arrêter. Dans cette situation, aucun individu administre le plus haut choc à leur victime. A priori, il nous paraît impossible d'infliger de pareilles souffrances à une personne. Cependant, comme l'ont montré ces différents chiffres, de nombreux individus, dans un contexte particulier, en arrivent à commettre ces actes de cruauté. Nous allons voir quel processus entre en jeu pour arriver à une telle soumission à l'autorité. On voit donc bien dans ces résultats que la présence d'une forme d'autorité influence fortement la personne à agir. En effet, dans tout processus d'obéissance, il y a une hiérarchie qui apparaît comme indispensable. Une fois entré dans un système d'autorité, l'individu ne se voit plus comme l'acteur de ses actes, il ne fait qu'exécuter ce qu'on lui demande de faire. Ces actes pouvant être contraires à sa morale, il n'en est que l'agent exécutif et voit donc la personne lui ayant ordonné cet acte comme seul responsable. Milgram parle d'un passage d'un état autonome dans lequel nous nous autodéterminons à celui d'un état agentique où l'individu est sous l'influence d'une volonté extérieure à la sienne. Nous pouvons alors nous demander d'où le docteur tient son pouvoir alors qu'il n'a aucun réel moyen de coercition. Pour comprendre ceci, nous devons parler de l'appareil idéologique d'État. En effet, la notion de pouvoir étant éminemment politique, nous nous tournons vers cet ensemble d'institutions publiques et privées qui élaborent, inculquent le système de normes. En effet, le respect de l'autorité et l'obéissance se concrétisent par des normes inculquées par la société à l'enfant dès son plus jeune âge, que ce soit dans le domaine familial, scolaire ou bien professionnel. L'intériorisation de ces normes est d'autant plus marquée qu'un système de récompense est établi, que ce soit sous forme de bonnes notes dans le cadre scolaire, d'augmentation dans le cadre professionnel ou bien de manière générale sous forme de félicitations. Le sujet de Milgram se conforme alors à ce qu'on attend de lui malgré la souffrance que lui apporte le fait d'agir contre ses convictions. Suite à ces différentes enquêtes menées, on peut s'interroger sur la place de l'autorité dans notre société. Lors de l'expérience, les sujets naïfs écoutent aveuglément le docteur qui, par son statut légitime et le port de la blouse blanche, influence l'obéissance. Nous retrouvons cela dans le régime nazi, où le pouvoir et la puissance d'Hitler ont été légitimés par son élection et son statut. L'endoctrinement a amené la population à écouter aveuglément leur chef. Ce qui rejoint aussi les endoctrinements religieux, comme le djihadisme, où les croyants n'hésitent pas à se sacrifier au nom de leur Dieu, représentant de l'autorité à laquelle ils se soumettent. De plus, une émission télévisée nommée Le Jeu de la mort apparaît en 2009 sur nos écrans. C'est une émission franco-suisse qui reprend le concept de l'expérience. C'est ici la présentatrice qui fait figure d'autorité. Le taux d'obéissance était de 80%. La plupart des sujets allaient jusqu'au bout de l'expérience. On peut donc s'interroger sur la place des médias dans la société actuelle puisque le taux d'obéissance est plus élevé que celui de l'expérience de Milgram. Ce chiffre est à relativiser car cette expérience n'a pas été réalisée dans les mêmes conditions que celle de Milgram. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Secrets sociaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux phalanstères et à leur développement plus récent. Je me trouve actuellement devant le Familistère de Guise, une organisation communautaire importante et la plus aboutie du 19e siècle en France. Dans ce reportage, je vous propose de partir à la découverte de ces conceptions et de voir pourquoi ces sociétés rêvées n'ont pas réussi à aboutir. Mais nous verrons qu'il existe aujourd'hui de nouvelles formes à ces conceptions utopiques. Des théoriciens, architectes comme Charles Fourier ou Godin ont tenté de finaliser ce projet utopique qui reflète l'âge de l'industrie sociétaire. Charles Fourier, philosophe français, fondateur de l'école sociétaire, est l'auteur d'une doctrine sociale qui a marqué l'histoire du 19e. La société de son époque connaît alors de profonds bouleversements, l'industrialisation avec la pauvreté. La relation de l'homme avec le travail n'est que pervertie.
Fourier élabore sa théorie, celle de l'attraction passionnée, qui repose sur une nouvelle organisation des relations humaines et qui s'accompagne d'un projet, les phalanstères. Ce concept annonce le rêve d'une société idéale, mais il doit d'une part rester imperméable des visiteurs civilisés et d'autre part rester transparent pour pouvoir diffuser progressivement ce modèle du régime sociétaire. Ainsi, le phalanstère remplit des conditions géographiques et sociales et le bâtiment accorde une place très importante à l'agriculture mais aussi aux arts et aux sciences. Projet attirant et séduisant, Fourier n'hésite pas à être innovant et moderne. Il propose à tous les membres de bénéficier du chauffage. Son projet sera une tentative de libéralisation de la femme, avec l'installation de crèches par exemple. Son modèle se diffusera partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Seul Jean-Baptiste Gaudin a su mettre en place ce projet dans la seconde moitié du 19e en France. Les phalanstères sont des ensembles, des logements qui sont regroupés en un bloc pour organiser une vie en communauté, une vie harmonieuse. Les bâtiments de grande taille peuvent accueillir jusqu'à 2000 habitants. De plus, il est important de souligner que ce sont des lieux autosuffisants qui créent de la richesse. Les habitants y vivent en ayant des activités et buts en commun. L'éducation et la culture sont des éléments clés de cette société. Né en 1817, Jean-Baptiste Gaudin a connu toutes les difficultés de la condition ouvrière de l'époque. Fervent adepte des utopies et pratiques socialistes de ses contemporains, il décide d'expérimenter un modèle social inspiré du phalanstère de Fourier, un familistère à Guise. La construction d'un palais social, lieu de travail et de vie communautaire est mise en place avant tout pour un système d'instruction, de protection sociale et de loisirs. Gaudin entend alors approvisionner directement ses consommateurs. Pour cela, une épicerie et une mercerie permettent aux habitants de s'approvisionner sans quitter le palais. Et à cela s'ajoute un service médical et des pharmacies. Il décide ensuite de construire un théâtre et des écoles, car l'éducation de tous les enfants est primordiale et symbolique de la force culturelle du familistère. La situation géographique de cet espace communautaire permet l'aménagement d'un bâtiment dédié au travail avec l'usine de fabrication de poêles en fonte de fer. Enfin, des bâtiments comme une crèche ou même une nourricerie Pouponat, bâtiments destinés à la petite enfance, sont également créés. Une horloge et un belvédère sont édifiés pour rappeler la tour d'ordre du phalanstère. Enfin, habiter le palais social est une évidence pour le fondateur, mais il est important de dire qu'il ne se considère pas comme le patron de cette communauté. Il est certain que ce mode d'organisation apportait beaucoup d'avantages à ceux qui en bénéficiaient, mais certains penseurs n'étaient pas d'accord avec ces conceptions. Je vous propose de poursuivre ce reportage avec l'interview et les sondages qui suivent. Je me trouve actuellement en compagnie de Madame Pelot, une sociologue spécialiste des phalanstères. Bonjour Madame Pelot. Donc nous allons vous poser quelques questions. Alors il y a d'abord eu le clergé et les institutions religieuses qui ont été choqués par la proximité sexuelle des logements ainsi que la mixité et aussi qui déploraient leur perte d'influence sur ces populations. Ensuite, il y a eu les patrons qui dénonçaient le socialisme de Gaudin et étaient soutenus par l'extrême gauche marxiste qui, eux, pointaient du doigt son paternalisme pour mieux contrôler les populations. Il y a en effet eu des dysfonctionnements internes, tout d'abord par les successeurs de Gaudin qui n'ont pas voulu agrandir le familistère voulant garder sa forme originelle et se sont donc trouvés en manque de logement et en plus de cela, ils gardaient tous les privilèges pour eux, ignorant les populations habitant le familistère. Il y a ensuite eu, en 1872, Friedrich Engels qui a émis une critique sur le familistère de Guise, il déplorait le fait qu'à la base ce soit une expérience sociale qui se soit transformée en foyer d'exploitation ouvrière et il était soutenu par les commerçants qui, eux, disaient qu'ils avaient une concurrence déloyale. Et enfin, il trouvait que ce projet était beaucoup trop utopique pour être réalisé. Le plus important est d'avoir une mixité sociale importante. Donc il faut des âges, des caractères, des classes sociales différentes afin d'avoir une population éclectique et hétérogène. La construction de ces familistères coûte énormément d'argent et c'est pour ça que ces projets n'ont pas pu aboutir. Nous pouvons prendre l'exemple de Charles Fourier qui, après avoir rencontré de nombreux industriels afin de présenter son projet, a dû y renoncer par manque de financement et c'est pour ça que la plupart des projets n'ont pas abouti. C'est bien parce que c'est écologique. Après, si c'est vraiment une société parfaite, j'en suis pas sûre. Je sais pas trop. Ça bien car ils sont autosuffisants, mais par contre ça fait un peu prison. Puis on doit s'en lasser d'être toujours avec les mêmes personnes. Je trouve ça génial. Vu le contexte de précarité que connaît la France aujourd'hui, c'est vraiment une bonne idée.
Vous vous rendez compte, tout le monde est égaux. Il y a des logements pour tous, du travail et même l'accès à la culture. Je trouve ça vraiment incroyable. Ah, c'est pas bien, il n'y a plus de vie privée, tout le monde vit ensemble. Enfin, moi je pourrais pas, il me faut mon espace à moi. Comme je vous le disais au début de ce reportage, il existe de nouvelles formes de regroupement d'individus. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, selon différents critères. Des projets simples à des projets pharaoniques, c'est la dernière partie de ce numéro. Bataville, cité ouvrière située en Moselle, figure être l'exemple type du paternalisme dans les années 30. Tout comme les phalanstères, la cité offre diverses infrastructures aux salariés qui travaillent pour la marque de chaussures Bata. Malheureusement, cette cité n'aura pas abouti puisque l'usine ferma ses portes en 2001. Nous pouvons également parler des cités autogestionnaires, notamment Auroville près de Pondichéry. Le projet est alors simple, proposer une nouvelle conception de la ville, oublier tout ce qui se rattache à la société de consommation. Son architecture aux allures de galaxie renforce la conception utopique et recherche avant tout des solutions pour l'humanité. Cette cité du futur privilégie l'écologie et l'égalité avec une économie coopérative. Autre exemple, Marinaleda, village de 3000 habitants situé près de Séville. Cette cité applique une économie sociale et solidaire. On y pratique un modèle éco-alternatif au capitalisme ainsi que la démocratie directe. Nous pouvons évoquer le projet Lilipad, véritable solution révolutionnaire face aux enjeux environnementaux. Vincent Calbeau propose une ville amphibie autosuffisante dont le but est de réunir et de favoriser une cohésion entre les hommes, mais aussi avec la nature qui les entoure. Pour clore ce reportage, il est important de se demander si ces sociétés peuvent tenir, aboutir dans le temps. Peut-on revenir à des sociétés plus solidaires, plus égalitaires et par définition moins individualistes? Serez-vous prêt à tenter l'expérience? À la suite de ce reportage après la pub, nous vous proposons un débat, Facebook et Google, les nouvelles cités ouvrières. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Secrets sociaux. À bientôt! Aujourd'hui, la chronique du magazine Employologie vous présente la théorie de la force des liens faibles sur le marché de l'emploi. Nous vous proposons pour commencer de visionner 3 petites vidéos mettant en scène 3 jeunes diplômés cherchant un emploi. Je m'appelle Mélanie, je viens de finir mon cursus d'ingénieur informatique. J'ai 24 ans. J'aimerais obtenir un poste de programmeur pour pouvoir évoluer dans ma carrière professionnelle, mais aussi avoir les avantages d'une grande entreprise. Je suis donc à la recherche d'un emploi dans ce domaine. Pour me donner les chances d'en avoir un, je vais rédiger des CV, des lettres de motivation et postuler à des petites annonces et m'inscrire à Pôle emploi. Et après, la mobilité géographique ne me dérange pas. Je m'appelle Iris, j'ai 23 ans. Je viens juste de finir mon Master 2 en informatique. Je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi. Je suis pas très compliqué pour cet emploi, je souhaite juste le trouver assez rapidement. Pour permettre de le trouver, j'ai envoyé des lettres de motivation et des CV un peu partout. Et j'ai aussi demandé à mes proches si ils avaient des pistes pour des postes vacants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je viens de finir mes études en informatique, donc j'ai un Master 2 que j'ai obtenu au mois de juin. Je cherche mon premier poste en tant qu'informaticienne et je souhaiterais le trouver assez rapidement. Pour cela, j'envoie des CV, des lettres de motivation en candidature spontanée. Mais aussi j'hésite pas à demander à mes proches de l'aide ainsi qu'aux gens que je croise et que je connais très peu afin d'élargir mon champ de recherche et voilà, pour me donner d'autres pistes dans mes recherches. À votre avis, qui a le plus de chances d'obtenir un travail intéressant? Dans ce cas-là, cette jeune femme utilise seulement des médiations techniques. Elle laisse de côté toutes ses relations.
Nous pouvons conclure qu'au vu de son secteur d'activité, elle trouvera sûrement un emploi, mais n'optimise pas ses chances pour cela. Dans ce deuxième cas, nous observons une utilisation des médiations techniques, mais pas seulement. En effet, Iris emploie également des médiations sociales, mais restreintes, car elle demande de l'aide exclusivement à ses liens forts, c'est-à-dire les individus qui sont le plus proches d'elle, comme par exemple ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que ses amis proches. Elle optimise donc un peu plus ses chances que Mélanie, mais pas suffisamment, car les individus à qui elle demande de l'aide font partie d'un même cercle social. Ici, on constate que Pauline utilise des médiations techniques et des médiations sociales élargies. En effet, en plus des liens forts qu'elle mobilise, elle n'hésite pas à faire intervenir ses liens faibles. Autrement dit, les personnes ou connaissances avec lesquelles elle n'a eu qu'un contact bref ou occasionnel. Elle élargit donc son périmètre afin d'obtenir le plus de chances de trouver un emploi intéressant et rapidement. Oh, Marceau, putain, ça fait un bail, il a vieilli. Dans cette situation, des jeunes gens se retrouvent alors qu'ils ne se sont pas vus depuis leurs années collège. Ils en profitent pour se donner de leurs nouvelles et pour parler de leur travail. Un d'eux, qui a fait des études de communication, raconte qu'il ne se plaît pas dans son entreprise actuelle. Il souhaite changer. L'autre lui propose son aide, car un ami de son père travaille dans une grande entreprise en plein développement, où il pourrait éventuellement postuler. Il le recontactera après s'être renseigné davantage. Cet exemple illustre entièrement la théorie de la force des liens faibles énoncée par Mark Granovetter en 1973. Cette théorie porte sur la diffusion de l'information dans les cercles sociaux élargis. Grâce aux liens faibles, qui n'évoluent pas dans le même cercle social et qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les individus ont accès à de nouvelles informations. Ce lien ne nécessite pas beaucoup d'investissement personnel pour rester actif. Ici, nous pouvons voir que ces jeunes hommes se connaissent, mais ne se fréquentent que très rarement, et cette rencontre avec ce lien faible va donner l'opportunité à l'un d'eux d'avoir de nouvelles informations pour éventuellement trouver un travail plus intéressant. On peut en conclure que la recherche d'emploi sera davantage efficace si la chaîne des individus qui vous séparent d'un employeur est longue. Par ailleurs, la théorie des 6 degrés de séparation, qui s'appuie sur les travaux de Milgram et Travers, illustre d'autant plus la force des liens faibles. En effet, d'après cette théorie, chaque individu a la possibilité d'être relié à n'importe quelle personne au travers d'une chaîne de relations individuelles. Prenons un exemple. Une élève étudiante en sociologie à l'université Champollion-d'Albi souhaite contacter Barack Obama. Vous pensez que c'est impossible? Regardez. En premier lieu, l'étudiante va contacter un de ses professeurs de sociologie. Ce dernier connaît la présidente de la faculté. Madame Pradin connaît sûrement la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ou au moins des représentants. Madame Vallaud-Belkacem est liée au président de la République, qui lui-même connaît M. Obama. Nous pouvons en déduire que par un certain nombre d'intermédiaires, n'importe quel individu est en capacité de contacter des personnes d'influence. D'un point de vue sociologique, cette chronique a démontré que pour trouver un emploi, le capital relationnel est tout aussi important, si ce n'est plus, que le capital scolaire. Ceci pose la question de l'égalité des chances sur le marché de l'emploi. Et retenez bien, près de la moitié des emplois sont obtenus grâce à la sollicitation du réseau de connaissances de l'individu ainsi que celui de ses proches. Enfin, depuis le développement des réseaux sociaux au début du XXIe siècle et plus récemment des réseaux sociaux professionnels, nous avons de plus en plus l'opportunité d'être en relation avec nos liens faibles. Ainsi, nous pouvons échanger avec des individus qui peuvent nous apporter un plus lors de notre recherche d'emploi. Nous espérons vous avoir éclairé sur cette théorie de la force des liens faibles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et une nouvelle chronique du magazine Emplologie. Bonne semaine à tous et retenez bien, vos liens faibles sont particulièrement forts pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Alors ne les oubliez pas.